Au beau milieu de sa propre cérémonie de mariage, un magnate milliardaire, Jean-Luc Moreau, reçoit un appel urgent de l'hôpital Saint-Michel. « Monsieur, vos jumelles viennent de naître il y a quelques minutes. C'est une urgence. » Sa réaction, teintée d'une ironie mordante, exaspère l'infirmière, jusqu'à ce qu'elle murmure un nom qu'il n'aurait jamais imaginé entendre à nouveau. Le moniteur cardiaque émettait des bips irréguliers, leur écho se répercutant sur les murs blancs de la chambre 304. Sophie agrippait les barrières du lit d'hôpital si fort que ses doigts en avaient perdu toute couleur. 18 heures de travail avaient transformé chaque respiration en une lutte, chaque seconde en une éternité. La tension chute, la voix du docteur Dubois semblait lointaine, comme si Sophie était submergée. 80/50. L'horloge numérique au mur indiquait 4h47. Les chiffres rouges luisaient comme des yeux dans l'obscurité, hypnotiques, lui rappelant une autre horloge dans un autre hôpital, 5 ans auparavant. Sophie ferma les yeux avec force, tentant de repousser les souvenirs, mais ils refaisaient surface malgré tout. Des sirènes fendant la nuit, des couloirs sans fin, le poids froid des menottes sur ses poignets. Une contraction féroce la ramena brutalement au présent. L'odeur d'antiseptique, mêlée à la sueur, lui souleva le cœur. Par la fenêtre, la ville dormait encore, inconsciente du drame qui se jouait au 4e étage de l'hôpital Saint-Michel. « Madame Dubois, je veux que vous preniez une profonde inspiration et que vous poussiez quand je vous le dirai, » ordonna le docteur Dubois, sa voix ferme tranchant dans le brouillard de la douleur. « Le bébé est en détresse fétale. Nous devons agir vite. » Sophie tenta de se concentrer sur le visage du médecin, mais sa vision se brouilla de larmes. Le monde semblait tourner au ralenti autour d'elle, exactement comme cette nuit où tout avait basculé. Les voix de l'équipe médicale se mêlaient aux échos de son passé, l'interrogatoire, les accusations, le son du marteau scellant son destin. Rythme cardiaque du bébé à 170, alerta une infirmière. La panique enfla dans sa poitrine comme une marée montante. Elle ne pouvait pas perdre ce bébé. Elle avait déjà trop perdu. Sa liberté, sa réputation, sa famille. Mais le pire avait été de le perdre, lui. Jean-Luc, avec ses yeux aussi bleus qu'un ciel d'été et un sourire qui ne faiblissait jamais, même quand les preuves s'accumulaient contre elle. « Tout ira bien, Sophie », lui avait-il dit, en lui tenant la main à travers les barreaux du parloir. « Nous découvrirons la vérité. » Mais la vérité était trop compliquée, trop dangereuse. Sophie avait choisi le silence, endossant seule le fardeau. C'était mieux ainsi, mieux pour lui, mieux pour tout le monde. À ses côtés, Nathalie, l'infirmière aux cheveux gris, qui était restée à ses côtés depuis son admission, lui serra la main avec une fermeté maternelle. Ses yeux bruns dégageaient un calme que Sophie n'avait pas ressenti depuis des années, pas depuis ses visites hebdomadaires en prison où Jean-Luc croyait encore qu'il pouvait tout réparer. « Vous pouvez le faire, ma chérie » murmura Nathalie en lui tamponnant le front avec une compresse froide. « On y est presque. » Une autre contraction frappa comme la foudre, arrachant un cri à sa gorge. Sophie pouvait sentir son bébé se battre pour naître, tout comme elle s'était battue pour reconstruire sa vie après. Elle avait déménagé dans une nouvelle ville, trouvé un nouvel emploi, créé une bulle protectrice autour d'elle. Mais maintenant, en cet instant de vulnérabilité absolue, les murs qu'elle avait érigés commençaient à s'effondrer. Le téléphone sur la table de chevet vibra silencieusement. L'écran s'alluma brièvement, révélant une photo que Sophie n'avait jamais pu supprimer. Elle et Jean-Luc au parc, 5 ans, et toute une vie plus tôt. Elle se souvenait encore de cette journée, du soleil d'automne dans ses cheveux, du son de son rire quand elle essayait de prendre le selfie parfait. « Tu penses trop à l'avenir, Sophie » avait-il dit ce jour-là. Parfois, il faut juste vivre le présent. Le présent, maintenant, c'était la douleur et la peur. C'était le bip frénétique des moniteurs, l'agitation urgente de l'équipe médicale, le goût métallique de la peur dans sa bouche. « Dilatation complète » annonça quelqu'un, mais le bébé est mal positionné. Une nouvelle vague de panique submergea Sophie. Son bébé, sa dernière chance de faire quelque chose de bien, de créer quelque chose de bon à partir de tout ce chaos.
Ses mains allèrent instinctivement vers son ventre, sentant les mouvements frénétiques à l'intérieur. « Tu serais une mère formidable », avait dit Jean-Luc une fois, lors d'une de ces conversations nocturnes où il rêvait encore d'un avenir qui ne vint jamais. « Tu as tellement d'amour à donner. » Le moniteur cardiaque adopta un rythme effréné. Sophie sentit les bords de son monde s'assombrir, comme un vieux film qui s'estompe. Son esprit retourna à la dernière fois où elle avait vu Jean-Luc, à travers les barreaux. Il l'avait supplié de le laisser l'aider, de lui faire confiance, une dernière fois. Mais Sophie savait que certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient jamais être réparées. « Il nous faut une césarienne d'urgence », la voix du docteur Dubois semblait lointaine. « Préparez le bloc. » L'équipe médicale explosa en un mouvement chaotique autour du lit. Des moniteurs bipaient, des ordres étaient criés, des instruments cliquetaient sur des plateaux métalliques. Mais Sophie était piégée dans un autre temps, revivant le moment où elle avait dit à Jean-Luc de passer à autre chose, de l'oublier. Le jour où elle avait changé de numéro après sa sortie de prison, déterminée à ne plus être un fardeau dans sa vie. Par la fenêtre, le ciel commençait à s'éclaircir. Sophie pensa à tous les matins où elle s'était réveillée seule au cours des 5 dernières années, à toutes les fois où elle avait pris le téléphone pour l'appeler et avait perdu courage à la dernière seconde. Elle pensa au bébé qu'elle portait, une nouvelle vie, innocente de toutes les erreurs passées. Le monde se mit à tourner plus vite, les voix s'éloignant. Sophie se sentit flotter, se déconnectant de son corps, de sa douleur, de ses souvenirs. « Sa tension s'effondre », cria quelqu'un. « Il faut y aller maintenant. » Dans ses derniers instants de conscience, Sophie vit le visage de Jean-Luc aussi clairement que s'il était là. Ses yeux inquiets, ses mains tendues pour l'aider, comme il l'avait toujours fait. Jean-Luc, son nom glissa de ses lèvres comme une prière alourdie par 5 ans de regrets, avant que l'obscurité ne l'engloutisse complètement. Nathalie regarda le moniteur cardiaque pendant que l'équipe préparait Sophie pour le transport. Le téléphone de la patiente vibra de nouveau sur la table, l'écran éclairant brièvement la pièce assombrie. Un instant, l'infirmière fixa l'appareil, songeant à toutes les histoires non racontées qu'il pouvait contenir, tous les numéros non composés, tous les mots non dits. Mais ce n'était pas le moment pour les histoires du passé. Une nouvelle vie luttait pour voir le jour, et Sophie avait besoin de toute l'aide possible pour mettre son bébé au monde en toute sécurité. Dehors, le soleil se levait, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Un nouveau jour commençait, porteur de la promesse du changement. Et dans la chambre 304 de l'hôpital Saint-Michel, entre les moniteurs cardiaques et les souvenirs du passé, une histoire qui avait commencé 5 ans plus tôt était sur le point d'entamer un nouveau chapitre. La salle de bal de l'hôtel Royal Plaza scintillait sous la lumière de centaines de bougies. Des arrangements de roses blanches et d'orchidées tombaient en cascade des colonnes de marbre, leurs pétales chatoyant comme de minuscules étoiles contre le plafond voûté. 200 invités, tous vêtus de leurs plus beaux atours, gardaient les yeux fixés sur l'hôtel improvisé où Jean-Luc Moreau attendait sa fiancée. Le costume italien sur mesure ne parvenait pas à dissimuler la tension dans ses épaules. Jean-Luc ajusta son nœud papillon pour la 3e fois en 5 minutes, ses doigts jouant avec la soie, comme pour chercher une distraction. À sa droite, son jeune frère et témoin, Théodore, lui lança un regard rassurant. La musique commença, non pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une version orchestrale de Can't Help Falling in Love. Isabelle avait insisté sur ce choix, comme elle avait insisté sur chaque détail méticuleusement planifié au cours des 12 derniers mois. Les doubles portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand, révélant Isabelle de Valois, bientôt Isabelle Moreau. Elle glissa le long de l'allée, comme une vision de dentelle et de tulle, sa robe exclusive, Vera Wang, qui coûtait plus cher qu'une voiture de luxe, capturant la lumière d'une manière éthérée. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon élaboré, de minuscules diamants scintillant parmi les mèches comme des gouttes de rosée. Le cœur de Jean-Luc s'emballa, mais pas comme il aurait dû. Pas comme il l'avait fait 5 ans plus tôt, quand une autre Père Dieu l'avait regardé avec un amour inconditionnel. Il repoussa cette pensée, comme il l'avait fait d'innombrables fois. Aujourd'hui,
Il s'agissait d'aller de l'avant, de nouvelles promesses, de nouveaux départs. Le révérend Johnson, une figure imposante dans sa robe cléricale, sourit avec bienveillance alors qu'Isabelle atteignait l'autel. Son père, le sénateur de Valois, lui embrassa la joue avant de la confier à Jean-Luc, un geste symbolique de tradition qui, comme tout le reste dans ce mariage, avait été répété jusqu'à la nausée. « Chers amis et familles, la voix du révérend emplit la salle de bal. Nous sommes réunis ici. » C'est alors que la première vibration traversa l'air, subtile mais perceptible. Jean-Luc sentit son téléphone dans sa poche comme une braise ardente. Il l'ignora. Isabelle lui lança un regard approbateur. Elle appréciait toujours sa capacité à rester concentrée, à s'en tenir au plan. Le révérend continua, ses mots s'écoulant sur l'assemblée comme du miel. Jean-Luc essaya de se concentrer sur les mots, sur le moment, sur Isabelle. Elle était magnifique, sans aucun doute. N'importe quel homme se sentirait chanceux d'être à sa place. Deuxième vibration, plus longue cette fois. Isabelle fronça légèrement les sourcils, un petit pli se formant entre ses sourcils parfaitement dessinés. Jean-Luc déplaça discrètement sa main, faisant taire le téléphone à travers la poche de sa veste. « L'amour est patient, l'amour est bon », récita le révérend. « Il n'envie pas, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. » Troisième vibration, insistante, urgente. Jean-Luc sentit une perle de sueur couler le long de sa tempe. La salle de bal sembla soudain trop petite, étouffante avec son parfum de fleurs et d'attente. « Jean-Luc !» murmura Isabelle, ses yeux verts fixés sur lui, avec un mélange d'inquiétude et d'irritation. Quatrième vibration. Le téléphone semblait maintenant lui brûler la poche. Jean-Luc avait déjà ignoré des appels importants, des réunions d'affaires, des clients mécontents, même son propre père. Mais quelque chose dans cette insistance le troublait, comme un avertissement, un mauvais présage. Si quelqu'un a quelque chose contre cette union, le révérend fit la pause traditionnelle, balayant l'assemblée du regard. Cinquième vibration. Jean-Luc n'en pouvait plus. Avec des doigts tremblants, il sortit le téléphone de sa poche. Numéro inconnu. Son cœur battait la chamade sans raison apparente. « Jean-Luc !» siffla Isabelle, sa voix soigneusement contrôlée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sixième vibration. Les invités commencèrent à murmurer. Théodore s'avança, comme pour intervenir. Le sénateur de Valois se redressa sur son siège, les yeux durs comme de la pierre. « Je suis désolé », marmonna Jean-Luc, ses doigts glissant déjà sur l'écran. « Je dois... »« N'ose même pas », murmura Isabelle. Mais il y avait quelque chose au-delà de la colère dans sa voix, de la peur peut-être, comme si elle aussi sentait que quelque chose de crucial était sur le point de changer. Septième vibration. Jean-Luc recula d'un pas, s'éloignant de l'autel. Le murmure de l'assemblée s'amplifia. Des flashs d'appareils photo crépitèrent, capturant le moment où tout commençait à s'effondrer. « Jean-Luc Moreau à l'appareil », répondit-il, essayant de paraître plus ferme qu'il ne l'était. Le silence à l'autre bout du fil ne dura qu'une seconde, mais sembla une éternité. Puis, « Monsieur Moreau, ici, l'hôpital Saint-Michel. » Le monde sembla se figer. Jean-Luc sentit le sol vaciller sous ses pieds. L'hôpital Saint-Michel, le même hôpital où, 5 ans plus tôt. Elle est en travail compliqué. Sophie. Un nom qu'il avait essayé d'enterrer sous des couches et des couches de nouveaux souvenirs, un nom qui le réveillait encore, au milieu de la nuit, murmuré comme une prière sans réponse. « Elle a besoin de vous, monsieur. » Jean-Luc leva les yeux, croisant le regard d'Isabelle. Elle dut voir quelque chose dans son expression, une trace du passé qu'il n'avait jamais entièrement partagé avec elle, car son visage devint pâle sous son maquillage parfait. « Je suis tellement désolé, » dit-il. Mais il n'était pas clair s'il parlait à Isabelle, à l'infirmière au téléphone, ou à tout le monde dans la salle qui regardait sa vie se désagréger en temps réel. Isabelle fit un pas vers lui, les mains tendues, comme si elle pouvait le retenir par la seule force de sa volonté. « Jean-Luc, ne fais pas ça. » Mais il était déjà en mouvement, ses pieds le portant vers la sortie, avant que son cerveau n'ait entièrement traité la décision.
Les murmures de l'assemblée se transformèrent en un rugissement de voix surprise et outrée. « Jean-Luc !» La voix d'Isabelle l'atteignit une dernière fois, chargée de toutes les promesses brisées, de tous les rêves anéantis. Il passa les portes de la salle de bal sans se retourner. Le couloir de l'hôtel semblait sans fin, ses pas résonnant contre le marbre poli. Dehors, la ville pulsait sous le soleil du matin, indifférente au drame qui se déroulait à l'intérieur du Royal Plaza. Jean-Luc desserra son nœud papillon d'une main tremblante en trottinant vers le parking. Son Audi R8, un cadeau de mariage prématuré du sénateur de Valois, attendait comme une bête endormie. En manœuvrant pour sortir du parking, il aperçut son reflet dans le rétroviseur. L'homme qui le regardait ressemblait à un étranger dans un costume de mariage, les yeux hantés par les fantômes du passé. « J'arrive, Sophie » murmura-t-il à la voiture vide. « J'arrive » La ville se brouilla en traînées de couleurs alors qu'il filait vers l'hôpital Saint-Michel. Derrière lui, à l'hôtel Royal Plaza, 200 invités assistaient à la fin d'un rêve. Devant lui, quelque part entre les moniteurs cardiaques et les souvenirs enfouis, un autre rêve, plus ancien, plus profond, luttait pour survivre. Le bureau de Moreau Développement occupait le 30e étage de l'un des immeubles les plus modernes du quartier financier. Jean-Luc fixait la ville à travers les baies vitrées, faisant tourner distraitement un verre de whisky dans sa main. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le désastre du mariage, et les tabloïds ne s'étaient toujours pas lassés de l'histoire du fiancé en fuite. Son téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Numéro inconnu. Jean-Luc leva les yeux au ciel, pensant probablement à un autre journaliste, en quête de détails croustillants sur le mariage de l'année qui n'avait jamais eu lieu. « Moreau ?» répondit-il, sa voix portant ce ton froid et professionnel qu'il avait perfectionné au fil des ans. « Monsieur Jean-Luc Moreau ?» Une voix féminine, calme et mature, se fit entendre. « Ici Nathalie Lemercier, infirmière en chef à l'hôpital Saint-Michel. » Jean-Luc sentit son estomac se nouer. L'hôpital Saint-Michel. Le même hôpital où il s'était précipité 3 semaines plus tôt pour découvrir que tout n'était qu'une méprise. Il se souvenait encore de la honte quand il avait réalisé qu'il était tombé dans le panneau d'une farce élaborée. « Écoutez, si c'est une autre blague, » commença-t-il, un sourire sardonique tordant ses lèvres. « Ce n'est pas une blague, monsieur Moreau, » l'interrompit fermement Nathalie. « J'appelle pour vous informer de la naissance de 2 filles, des jumelles. » Jean-Luc laissa échapper un rire sec, dénué d'humour. « Des jumelles ? Vraiment ? Et laissez-moi deviner, je suis censé être le père ?»« Les bébés sont nés prématurément, » continua Nathalie, ignorant son sarcasme. « Elles sont en unité de soins intensifs néonatales, mais ce sont des battantes. La plus petite pèse 1,8 kg, la plus grande 2 kg. Écoutez, Jean-Luc claqua le verre sur la table plus fort que prévu. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais j'en ai assez. J'ai perdu mon mariage à cause d'un faux appel de cet hôpital. Je ne tomberai pas dans le panneau une 2e fois. Leur mère a dû subir une césarienne d'urgence. La voix de Nathalie resta calme, bien qu'il y eût une urgence dans son ton. Elle se remet maintenant. Sophie Dubois demande à vous voir. Le verre glissa des doigts de Jean-Luc, renversant du whisky sur d'importants contrats posés sur son bureau. Sophie Dubois. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 5 ans, un nom qui hantait encore ses rêves les plus profonds. « Qu'avez-vous dit » Sa voix sortit étranglée. « Sophie Dubois » répéta doucement Nathalie. « Elle ne voulait pas que je vous contacte, mais en tant qu'infirmière en chef, je dois notifier le père lorsque des enfants naissent dans un état critique. » Jean-Luc s'appuya contre le bureau, ses jambes soudainement faibles. « Sophie » enceinte, 2 jumelles. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit comme une tornade, déchirant tout ce qu'il avait construit au cours des dernières années. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Nathalie. « Sophie, elle a disparu, changé de numéro, déménagé dans une nouvelle ville. Et pourtant, vous vous êtes précipité ici il y a 3 semaines quand vous avez cru qu'elle avait besoin de vous, » observa Nathalie. « Monsieur Moreau, je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais ces petites filles ont besoin de leur père. Sophie est faible, les bébés sont prématurés. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?
La question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter, chargé de 5 ans de douleurs refoulées. « C'est peut-être une question que vous devriez lui poser en personne, » répondit gentiment Nathalie. « Les bébés sont nés à 3h47 ce matin. Sophie a été en travail pendant près de 20 heures avant la césarienne d'urgence. » Jean-Luc ferma les yeux, les souvenirs l'inondant. Sophie avec son sourire malicieux et ses yeux rêveurs. Sophie, menottée dans une salle d'audience, refusant de le regarder. Sophie, lui disant de passer à autre chose, de l'oublier, de construire une nouvelle vie. « Comment vont-elles » chuchota-t-il. Nathalie sourit, il pouvait l'entendre dans sa voix. « La plus grande a vos yeux, bleus comme un ciel d'été », a dit l'infirmière de néonatologie. La plus petite ressemble trait pour trait à Sophie, même la forme de son nez. Elles sont magnifiques, monsieur Moreau, et ce sont des battantes, tout comme leur maman. Jean-Luc sentit quelque chose de chaud couler sur son visage et réalisa qu'il pleurait. Des filles. Il avait des filles, des jumelles, avec Sophie. « Ont-elles des noms ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Sophie ne les a pas encore enregistrés, » répondit Nathalie. « Je crois qu'elle attendait. »« J'arrive, » l'interrompit Jean-Luc, attrapant déjà ses clés. « S'il vous plaît, dites-lui que... »« Je lui dirai que le père des filles est en route, » termina doucement Nathalie. Jean-Luc raccrocha, restant immobile un instant, essayant de calmer sa respiration. Sur son bureau, le whisky imbibait les propositions à $1 million et les contrats importants, symbole de la vie qu'il avait construite pour remplacer celle qu'il avait perdue. Son reflet dans la fenêtre le fixait en retour, un homme dans un costume impeccable, à 3 000 €, les yeux hantés par des fantômes qui refusaient de rester dans le passé. Il y a 5 ans, il était un homme différent, un homme qui avait aimé une femme nommée Sophie Dubois, plus que tout, un homme qui avait promis de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive, un homme qui était maintenant père. Jean-Luc reprit son téléphone, composant le numéro de sa secrétaire. « Chloé, annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la semaine. Mais monsieur Moreau, la réunion avec les investisseurs chinois. »« Annulez tout, » répéta-t-il, marchant déjà vers la porte. Quelque chose d'important est arrivé. Une urgence familiale. Famille. Le mot portait un poids différent maintenant, une réalité qu'il pouvait à peine comprendre. En attendant l'ascenseur, Jean-Luc remarqua que ses mains tremblaient. Dehors, la ville bourdonnait à son rythme frénétique habituel, indifférente au fait que son monde venait d'être bouleversé pour la 2e fois en 3 semaines. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un mariage brisé ou de titres de tabloïd. Il s'agissait de Sophie, de 2 petites vies portant son sang, de secondes chances qui apparaissent aux moments les plus inattendus. « J'arrive » murmura-t-il de nouveau, comme une promesse au couloir vide. « J'arrive, mes filles !» Les 200 invités semblèrent retenir leur souffle à l'unisson alors que Jean-Luc abaissait le téléphone de son oreille. Le silence pesa lourdement dans la salle de bal du Royal Plaza, si épais que le tintement des cristaux du lustre ressemblait à un tonnerre lointain. Isabelle restait figée dans sa robe Vera Wang à 60 000 €, ses yeux verts rivés sur Jean-Luc comme s'il pouvait le transpercer. Le bouquet d'orchidées blanches tremblait légèrement dans ses mains, seul signe visible que quelque chose n'allait terriblement pas. Jean-Luc ? Sa voix était contrôlée, presque désinvolte, comme s'il discutait du menu du dîner plutôt que du fait qu'il venait de répondre à son téléphone au milieu de ses vœux de mariage. Les caméras continuaient de flasher discrètement. Demain, ces photos seraient partout dans les chroniques mondaines, le mariage de l'année se transformant en un spectacle public. Jean-Luc déglutit difficilement, son regard oscillant entre Isabelle et l'écran maintenant sombre de son téléphone. Quelque chose est arrivé. Une urgence. Une ondulation de murmures se propagea parmi les invités. Au premier rang, le sénateur de Valois se leva à moitié de son siège, ses yeux durs comme du granit. « Une urgence ?» répéta soigneusement Isabelle en articulant chaque syllabe. Son sourire resta figé, un masque social parfait. Jean-Luc fit un pas vers elle, mais quelque chose dans son expression l'arrêta.
Isabelle, je dois y aller. C'est important. Plus important que notre mariage? Ces mots étaient des éclats de glace. Sur le côté de l'autel, Théodore, le frère de Jean-Luc, bougea mal à l'aise. Les demoiselles d'honneur échangèrent des regards anxieux, leurs robes rose champagne bruissant doucement. « S'il te plaît, » plaida Jean-Luc, baissant la voix, « tu dois me faire confiance. » Isabelle laissa échapper un petit rire, un son étrange et artificiel. « Te faire confiance ? Alors que tu abandonnes notre mariage pour un appel mystère ?» Les chuchotements dans l'assemblée s'intensifièrent. Jean-Luc pouvait distinguer des fragments complètement inappropriés. Il a toujours été excentrique. Pauvre Isabelle. « Tu ne comprends pas, » tenta-t-il d'expliquer, passant une main dans ses cheveux méticuleusement coiffés. « Je ne peux pas expliquer maintenant, mais c'est une vraie urgence. »« Alors fais-moi comprendre, » dit Isabelle en se rapprochant, la voix tremblante. « Parce qu'en ce moment, on dirait que tu cherches une excuse pour t'enfuir. » Le révérend Johnson s'éclaircit discrètement la gorge, rappelant à tous qu'il était toujours là. La musique de fond s'était arrêtée à un moment donné, ne laissant que les murmures et le clic occasionnel d'un appareil photo. Isabelle, Jean-Luc prit ses mains dans les siennes, sentant leur froid à travers les gants de dentelle. « Tu mérites plus qu'une explication hâtive, mais maintenant, je dois y aller. » « Non. » Elle retira vivement ses mains. « Tu ne pars pas tant que tu ne m'auras pas dit exactement ce qui se passe. » Au premier rang, la mère d'Isabelle se mit à pleurer silencieusement, tandis que le sénateur de Valois se leva de toute sa hauteur, le visage rouge d'indignation. Moreau, la voix du sénateur trancha l'air comme un fouet. « Je vous suggère de reconsidérer très attentivement votre prochain geste. » Jean-Luc sentit le poids de 200 regards sur lui. La climatisation soufflait froid sur sa nuque, mais de la sueur coulait le long de sa tempe. Il y a 5 ans, il s'était juré de ne plus jamais laisser Sophie affecter sa vie. Et maintenant ? « Je suis désolé, » murmura-t-il, croisant le regard d'Isabelle une dernière fois. « Vraiment. » Jean-Luc, sa voix le suivit alors qu'il se détournait. « Si tu franchis cette porte, n'ose pas revenir. » La salle de bal éclata en voix animées. Théodore tenta de le rattraper, mais Jean-Luc était déjà en mouvement, ses pas résonnant sur le marbre poli. Derrière lui, il entendit les sanglots d'Isabelle s'intensifier, des chaises qui raclent, des exclamations choquées. « Espèce de... » tonna le sénateur de Valois. « Tu ne t'en tireras pas comme ça !» Les doubles portes se refermèrent derrière lui, étouffant le chaos. Dans le couloir désert de l'hôtel, Jean-Luc s'appuya contre le mur, le cœur battant comme un tambour. À travers les portes closes, il pouvait entendre la clameur lointaine des voix élevées, des pleurs, les sons indubitables d'un mariage qui implose. Son nœud papillon l'étouffait. D'une main tremblante, il l'arracha et le fourra dans sa poche. Son téléphone vibra de nouveau, un message de Théodore. « Qu'est-ce que tu fous, bordel ?» Jean-Luc l'ignora. Ses jambes le portèrent automatiquement vers le parking où son Audi R8 attendait, le cadeau de mariage anticipé du sénateur de Valois. Ironique. Le portier de l'hôtel le regarda curieusement alors qu'il passait en courant, toujours dans son costume de mariage. Dans quelques heures, sa fuite de l'hôtel ferait la une de tous les journaux. Le fiancé en fuite, l'héritier Moreau qui a laissé la fille du sénateur en plan. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Quelque part dans la ville, dans une chambre d'hôpital, Sophie avait besoin de lui. Sophie, qui avait disparu de sa vie comme de la fumée il y a 5 ans. Sophie, qui peuplait encore ses rêves lors de ses nuits les plus solitaires. En manœuvrant pour sortir du parking, Jean-Luc aperçut son reflet dans le rétroviseur. Un homme déchiré entre le devoir et le cœur, entre les promesses faites et les promesses rompues. « Pardonne-moi, Isabelle » murmura-t-il à la voiture vide. Mais même à ses propres oreilles, l'excuse sonnait faux, car même maintenant, filant vers l'hôpital Saint-Michel, Jean-Luc savait qu'il n'était pas vraiment désolé. Pour la première fois en 5 ans, il suivait son cœur sans hésitation. L'hôtel Royal Plaza rapetissait dans le rétroviseur, emportant avec lui les rêves d'une vie qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Devant, la ville s'ouvrait comme un livre de possibilités, et quelque part dans ses pages, une histoire inachevée attendait son retour.
Jean-Luc poussa les portes automatiques de l'hôpital Saint-Michel, toujours vêtu de son costume de mariage, le nœud papillon froissé dans sa poche comme un souvenir du chaos qu'il avait laissé derrière lui. L'odeur familière de l'hôpital le frappa comme un coup de poing. Antiseptique et peur, espoir et désespoir, tout cela roulait en un parfum qu'il n'avait jamais oublié depuis la dernière fois qu'il était venu. « Puis-je vous aider » La réceptionniste leva les yeux, les sourcils se haussant légèrement à la vue de sa tenue de cérémonie. « Sophie Dubois, » dit-il, la voix presque étranglée. « On m'a appelé à propos des bébés. » Une infirmière plus âgée s'approcha avant que la réceptionniste ne puisse répondre. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon sévère, mais ses yeux étaient bienveillants. « Monsieur Moreau ? Je suis Nathalie. Nous nous sommes parlé au téléphone. » Elle lui fit signe de la suivre. « Venez avec moi. » Ils traversèrent des couloirs stériles pendant que Nathalie le mettait au courant de la situation. Des mots comme « hémorragie »,« pression artérielle instable » et « surveillance intensive » tourbillonnaient autour de lui. Mais il pouvait à peine les traiter, son esprit fixé sur une seule pensée. Il avait des filles, des jumelles. Les bébés sont en unité de soins intensifs néonatales, dit Nathalie en s'arrêtant devant une paire de portes battantes. Vous devrez vous désinfecter les mains et mettre cette blouse avant d'entrer. Jean-Luc suivit ses instructions mécaniquement, le cœur battant à tout rompre. De l'autre côté de cette porte se trouvaient ses filles avec Sophie. L'énormité de tout cela s'abattit à nouveau sur lui. Elles sont très petites, prévint doucement Nathalie, et connectées à plusieurs moniteurs. Cela peut paraître effrayant au début, mais ces machines les aident à grandir et à se renforcer. La porte s'ouvrit avec un sifflement. La scène était surréaliste. Des rangées d'incubateurs, chacun abritant une vie minuscule, des moniteurs clignotant et bipant à un rythme régulier. Nathalie le guida vers 2 incubateurs côte à côte. Jean-Luc sentit ses jambes faiblir. Elles étaient là, si petites qu'elles pouvaient tenir dans la paume de sa main. La première portait un petit bracelet rose étiqueté « Bébé Dubois A ». À travers le plastique, il pouvait voir ses doigts minuscules, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration rapide. « C'est la plus grande », expliqua Nathalie. « Elle pèse environ 2 kilos. Et celle-là, dit-elle en montrant l'incubateur voisin, c'est la plus petite. 1,8 kilos. » Jean-Luc s'approcha du 2e incubateur comme dans un rêve. Le plus petit bébé avait les yeux fermés, portant un bonnet rose sur sa petite tête. Un fin tube lui fournissait de l'oxygène au nez. « Elle ressemble tellement à Sophie, » chuchota-t-il, la voix tremblante. « La même forme de nez, » acquiesça Nathalie, « mais la plus grande à vos yeux, bleu comme un ciel d'été. » termina automatiquement Jean-Luc, se souvenant combien de fois Sophie avait dit cela à propos de ses yeux. L'un des bébés, la plus grande, s'agita dans son sommeil, sa petite main s'ouvrant comme une étoile de mer minuscule. Jean-Luc pressa le bout de son doigt contre le plastique de l'incubateur, comme s'il pouvait la toucher à travers la barrière. « Est-ce que je peux ?» demanda-t-il, incertain. Nathalie hocha la tête, l'aidant à positionner ses mains à travers les ouvertures de l'incubateur. Avec une infinie précaution, Jean-Luc toucha la main de sa fille. Sa peau était chaude, plus douce que tout ce qu'il avait jamais senti. « Eh, ma petite !» murmura-t-il, des larmes coulant sur son visage. « Papa est là. » Le bébé répondit au son de sa voix, tournant légèrement la tête. Ses yeux s'entr'ouvrirent un instant, et ils étaient là, aussi bleus que les siens, comme un ciel d'été. « Et Sophie ?» demanda-t-il sans quitter sa fille des yeux. « Comment va-t-elle » Nathalie hésita. « Elle a perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement. Elle est aux soins intensifs, dans un état critique. Les prochaines 24 heures sont cruciales. » Jean-Luc eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Sophie, sa Sophie, la fille qui voulait changer le monde, qui riait de ses blagues stupides, qui lui avait fait croire aux secondes chances. La femme qui avait porté ses filles pendant 9 mois, toute seule. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? Souffla-t-il la question, la voix rauque.
C'est peut-être quelque chose que vous devrez lui demander quand elle se réveillera, répondit Nathalie en insistant sur le mot « quand ». Jean-Luc alterna son regard entre les deux incubateurs, le cœur déchiré entre la joie de rencontrer ses filles et la peur de perdre Sophie. Les deux bébés dormaient paisiblement, inconscientes du drame qui les entourait. L'une, la plus petite, avait le même petit froncement de sourcils que Sophie faisait en dormant. « Ont-elles des noms » demanda-t-il. « Pas officiellement » répondit Nathalie. Sophie, elle attendait pour décider. Des souvenirs affluèrent dans son esprit. De longues nuits passées à parler de l'avenir, de la famille, des noms de bébés. Sophie avait toujours aimé le nom Sophie. Il préférait Charlotte, d'après sa grand-mère. Monsieur Moreau, la voix de Nathalie le ramena à la réalité. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que vous restez ? Ces filles et leur mère vont avoir besoin d'aide dans les jours, les semaines à venir. » Jean-Luc regarda à nouveau ses filles, si petites, si fragiles, si parfaites. Il pensa à Isabelle, au mariage ruiné, à la vie qu'il avait laissée derrière lui il y a moins d'une heure. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. « Je reste, » répondit-il fermement. « Je ne vais nulle part. » Nathalie sourit, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Bien, parce qu'il y a deux petites princesses ici qui ont bien besoin de leur papa, et une battante aux soins intensifs qui, même si elle ne l'admettra pas, a besoin de vous aussi. » Jean-Luc pressa son front contre l'incubateur, regardant ses filles dormir. Quelque part dans le même hôpital, Sophie se battait pour sa vie. Et lui, il était exactement là où il devait être. « Sophie et Charlotte, » murmura-t-il doucement. « Mes petites guerrières. » La chambre 418 des soins intensifs était silencieuse, à l'exception du bip rythmé des moniteurs cardiaques. Jean-Luc s'arrêta à la porte, la main planant sur la poignée. À travers la vitre, il pouvait voir Sophie allongée dans le lit, plus pâle qu'il ne l'avait jamais vue, des tubes et des fils connectés à son corps comme une toile délicate. « Elle s'est réveillée il y a 1 heure, » dit doucement Nathalie à ses côtés. « Elle est encore faible, mais cohérente. » Jean-Luc hocha la tête, incapable de former des mots. 5 ans. 5 longues années qu'il n'avait pas vu ce visage. Le temps avait laissé sa marque, de fines rides autour des yeux, une nouvelle cicatrice près de sa tempe. Mais c'était toujours Sophie. Sa Sophie. « Je vous laisse seul, » dit Nathalie en se retirant discrètement. Prenant une profonde inspiration, Jean-Luc tourna la poignée. Le son fit tourner la tête de Sophie. Leurs yeux se rencontrèrent pour la première fois en une demi-décennie, et le monde sembla s'arrêter de tourner. « Tu es venu, » chuchota-t-elle, la voix rauque et faible. « Tu savais que je viendrais, » répondit-il, toujours debout à l'entrée. « Tu l'as toujours su. » Sophie détourna le regard, se concentrant sur la fenêtre où le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres. « Nathalie n'aurait pas dû t'appeler, n'aurait pas dû m'appeler ?» Jean-Luc fit 2 pas dans la chambre, la voix tremblante d'émotion contenue. « Ou tu n'aurais pas dû disparaître pendant 5 ans, en portant mes filles ? Des jumelles, Sophie ?» continua-t-il en passant la main dans ses cheveux avec agitation. « J'ai 2 filles, 2 filles que tu m'as cachées. »« Tu avais refait ta vie, » murmura-t-elle, évitant toujours son regard. « J'ai vu les nouvelles de ton mariage. » Jean-Luc laissa échapper un rire sans joie. « Le mariage que j'ai quitté à l'hôtel dès que j'ai su que tu étais ici. » Cela fit se tourner brusquement Sophie vers lui, une grimace de douleur traversant son visage au mouvement soudain. « Tu... quoi ? » « Ça n'a plus d'importance maintenant, » dit-il en se rapprochant du lit, étudiant chaque détail de son visage. « Ce qui compte, c'est pourquoi, Sophie. Pourquoi es-tu partie ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit pour les bébés ?» Sophie ferma les yeux un instant, une larme solitaire traçant son chemin sur sa joue. « Je ne pouvais pas. Ne pouvais pas ou ne voulais pas, » intervint Jean-Luc, la voix plus forte qu'il ne l'avait prévu. « Tu as juste disparu. Un jour tu étais là, promettant qu'on trouverait une solution ensemble, et le lendemain, pouf, comme de la fumée. « J'essayais de te protéger, » s'écria Sophie, la voix faible mais féroce.
Le moniteur cardiaque s'accéléra en réponse. « Me protéger ?» Jean-Luc se rapprocha, agrippant la barrière du lit si fort que ses jointures blanchirent. « De quoi ? De qui ?» Sophie prit une inspiration tremblante, luttant pour se calmer. « Tu ne comprends pas. Après le procès, après tout, il y avait des gens. »« Quels gens, Sophie ?» exigea Jean-Luc, s'accrochant toujours à la barrière. « J'avais le droit de savoir, le droit d'être à tes côtés, de voir grandir mes filles. »« Tes filles sont en vie précisément parce que tu ne savais pas pour elles, » dit Sophie, la voix brisée. « Parce que j'ai gardé mes distances, parce que j'ai disparu. » Jean-Luc eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « De quoi parles-tu » Sophie essaya de bouger dans le lit, grimaçant de douleur. Jean-Luc se déplaça instinctivement pour l'aider, ses mains trouvant ses épaules avec une familiarité que 5 ans n'avaient pas effacée. « La vérité sur cette nuit-là » commença-t-elle, la voix à peine un murmure. « La vérité sur la raison pour laquelle j'ai endossé la responsabilité. C'était plus grand que tu ne pouvais l'imaginer. Je savais que tu protégeais quelqu'un, dit Jean-Luc, s'asseyant sur le bord du lit, le corps penché vers elle comme l'aiguille d'une boussole trouvant le nord. Mais tu ne m'as jamais dit qui. Tu ne m'as jamais laissé t'aider. Parce qu'ils t'auraient tué, répondit Sophie, croisant enfin son regard. Tout comme ils ont tué Michel. Le nom tomba entre eux comme une bombe. Michel Dubois. Le jeune frère de Sophie, retrouvé mort dans son appartement 3 jours après son procès, soi-disant d'une overdose. Michel, commença Jean-Luc, mais Sophie le coupa. Ce n'était pas une overdose, dit-elle, la voix tremblante. Tu sais que non. Il n'a jamais. Il était sobre depuis 2 ans. Il m'aidait à rassembler des preuves. Des preuves contre qui ? Demanda doucement Jean-Luc, sa main trouvant la sienne sur le drap de l'hôpital. Sophie regarda leurs mains jointes, les doigts entrelacés, comme si les 5 dernières années n'avaient jamais existé, contre les mêmes personnes qui contractent maintenant avec Moreau Développement. Les mêmes personnes avec qui ton père fait des affaires. Jean-Luc sentit le sang quitter son visage. « Comment sais-tu ? Je n'ai jamais cessé d'essayer de te protéger, » continua Sophie, la voix tremblante mais résolue. « Même de loin, surtout de loin. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai su que je devais disparaître complètement. 2 vies innocentes en dépendaient. Mais maintenant tu es là, dit doucement Jean-Luc en serrant sa main. Et elles aussi, nos filles. » Sophie eut un sourire triste. « Je n'avais jamais prévu que tu le découvres. Nathalie, elle n'était pas censée appeler. Mais elle l'a fait. » Jean-Luc se pencha plus près, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Et maintenant, il n'y a pas de retour en arrière, Sophie. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je prétende que ces bébés n'existent pas, ou que tu n'existes pas. C'est dangereux, chuchota-t-elle, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une étincelle de l'ancien feu qui l'avait fait tomber amoureux d'elle. « Alors nous nous battrons ensemble, dit-il fermement, comme nous aurions dû le faire depuis le début. » Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par un coup à la porte. Nathalie passa la tête. « Désolé d'interrompre, mais les filles sont réveillées, et je crois qu'elles ont faim. » Jean-Luc regarda Sophie, voyant le conflit dans ses yeux. La peur et l'amour, le passé et l'avenir, les secrets et les vérités, tout tourbillonnant dans une tempête d'émotions. « Vas-y, dit-elle doucement. Elles ont besoin de toi. Nous avons tous les 3 besoin l'un de l'autre, la corrigea-t-il en se levant, mais en gardant sa main dans la sienne. Et cette fois, je ne te laisserai pas affronter ça seul. » En se dirigeant vers la porte, Jean-Luc sentit le poids du regard de Sophie sur son dos. Il y avait encore tant de choses non dites, tant à expliquer. Mais pour l'instant, il était temps de vraiment rencontrer ses filles, d'être le père qu'elles méritaient. Le reste, les secrets, les menaces, les fantômes du passé, pouvaient attendre. Du moins, pour l'instant. Le bruit de talons hauts claquant sur le sol de l'hôpital résonna dans le couloir comme des coups de feu. Jean-Luc arracha son regard de l'incubateur de Charlotte, la plus petite jumelle dormant sereinement, et reconnut immédiatement ce son, la démarche déterminée d'Isabelle, la cadence précise de Louboutin à 1 000 €. « Madame, vous ne pouvez pas simplement. »
La voix de Nathalie fut brusquement coupée alors qu'Isabelle faisait irruption dans l'unité de soins intensifs néonatale, toujours vêtue de sa robe de mariée, maintenant froissée et striée de maquillage. « Alors c'est ici que tu te caches » dit Isabelle, la voix tremblante de colère à peine contenue. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés en un chignon élaboré, s'étaient partiellement défaits, des mèches blondes encadrant son visage pâle. Isabelle, Jean-Luc se leva lentement, se positionnant instinctivement entre elle et les incubateurs. « Tu ne devrais pas être ici. »« Ne devrais pas être ici ?» Elle rit, un son brisé et hystérique. « Je devrais être en lune de miel en ce moment, Jean-Luc. Je devrais être dans un avion pour Bora Bora. Au lieu de ça, je suis dans un hôpital à la recherche de mon fiancé, en fuite. » Nathalie s'avança. « S'il vous plaît, c'est une unité de soins intensifs néonatales. Nous devons maintenir... » « C'est bon, Nathalie, » l'interrompit doucement Jean-Luc. « Je vais m'en occuper. » Isabelle regarda par-dessus son épaule, ses yeux verts s'écarquillant à la vue des 2 incubateurs. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi es-tu... » Sa voix faiblit lorsqu'elle lut les minuscules bracelets roses. « Bébé Dubois. » Jean-Luc sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas comme ça qu'il avait prévu de le lui dire. Ce n'était pas comme ça qu'elle était censée le découvrir. « Parlons dehors, » suggéra-t-il doucement en lui touchant le bras. Isabelle recula comme si elle avait été brûlée. « Ne me touche pas. Tu me dois une explication, Jean-Luc Moreau. »« Maintenant. » Un faible cri s'éleva d'un des incubateurs. Sophie, la plus grande jumelle, sentant la tension dans l'air. Jean-Luc se tourna automatiquement pour vérifier sa fille, un geste qui n'échappa pas à Isabelle. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle, la prise de conscience se faisant sur son visage. « Elles sont à toi, n'est-ce pas ? Ces bébés, ce sont tes filles. » Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le bip constant des moniteurs et les faibles pleurs de Sophie. « Oui, » répondit finalement Jean-Luc, la voix rauque, « elles sont à moi. » Isabelle chancela comme si elle avait été giflée, sa main cherchant le mur pour se stabiliser. « Depuis quand, Jean-Luc ? Depuis quand ?» cria-t-elle, faisant s'agiter les 2 bébés dans leurs incubateurs. « S'il vous plaît, » intervint fermement Nathalie. « Vous devez continuer cette conversation ailleurs. » Jean-Luc hocha la tête, jetant un dernier regard à ses filles, avant de conduire Isabelle hors de l'unité de soins intensifs. Ils marchèrent en silence jusqu'à une petite salle d'attente vide au bout du couloir. « Leur mère !» commença Isabelle dès que la porte se referma derrière eux. « Qui est-ce » Jean-Luc passa une main sur son visage, sentant le picotement de la barbe sur sa paume. « Sophie Dubois. » Le nom sembla résonner dans la petite pièce. Isabelle resta immobile un instant, traitant l'information. « Sophie Dubois » répéta-t-elle lentement. « La même Sophie que tu as mentionnée une fois ? Celle qui est allée en prison ? Celle qui a disparu ? » « Oui. » Isabelle laissa échapper un rire amer. « Bien sûr que c'est elle, la mystérieuse ex-petite amie dont tu n'as jamais voulu parler. La raison pour laquelle tu ne pouvais pas t'engager dans les premières années de notre relation. Ce n'est pas si simple, tenta d'expliquer Jean-Luc. Je n'étais pas au courant pour les bébés. Sophie ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte quand elle a disparu. Et c'est censé me faire sentir mieux ? Demanda Isabelle, des larmes coulant enfin sur ses joues impeccables, ruinant davantage son maquillage. Tu as abandonné notre mariage, humilié ma famille, détruit mes rêves, pour une femme qui t'a quitté, pour des bébés dont tu ignorais l'existence jusqu'à aujourd'hui ? Isabelle, s'il te plaît. Non. Elle leva la main, l'empêchant de s'approcher. 5 ans, Jean-Luc. Nous avons passé 5 ans à construire une vie ensemble. Je t'ai aidé à la surmonter. Je t'ai aidé à reconstruire ta réputation après le scandale. Nous avons planifié un avenir. Je sais, dit-il doucement. Et je suis désolé. Vraiment ? Désolé ? Elle rit à travers ses larmes. 200 invités, Jean-Luc. Mon père. Des sénateurs, des gouverneurs. Ils t'ont tous vu me laisser à l'hôtel pour une ex-petite amie criminelle. Ces mots frappèrent Jean-Luc comme un coup de poing. « Ne parle pas d'elle comme ça. Tu ne connais pas toute l'histoire ?»« Oh, mais toi, si. » Isabelle se rapprocha, les yeux brillants.
Parce qu'aux dernières nouvelles, elle ne t'a jamais dit pourquoi elle a endossé la responsabilité. Elle n'a jamais expliqué pourquoi elle s'est enfuie. Et te voilà, à tout jeter par la fenêtre pour elle, encore une fois. Jean-Luc ferma les yeux, sentant le poids de toutes les vérités non dites, de tous les choix qui les avaient menées ici. « Ce sont mes filles, Isabelle, » dit-il enfin, la regardant à nouveau. « Mes filles? Et Sophie? Elle a toujours été. »« N'ose pas, » l'interrompit Isabelle, la voix tranchante comme un rasoir. « N'ose pas dire qu'elle a toujours été l'amour de ta vie ou une autre bêtise romantique du genre. Pas après 5 ans. Pas après la bague, les promesses, les projets. » Elle retira la bague de fiançailles, un diamant de 5 carats qui coûtait plus cher que la plupart des voitures, et la posa sur la table la plus proche. « J'espère que tu seras très heureux avec ta famille nouvellement découverte, » dit-elle, la voix maintenant froide et contrôlée. « Mais sache ceci, mon père ne laissera pas passer cette humiliation. Moreau Développement subira les conséquences de tes choix. »« Isabelle, ne fais pas ça, » plaida Jean-Luc en se rapprochant. « Ne mélange pas les affaires avec... » « Les affaires ?» le coupa-t-elle de nouveau. « Tu as tout mélangé quand tu m'as laissé à l'hôtel pour elle. Maintenant, assume les conséquences. » Sur ces mots, Isabelle tourna les talons et se dirigea vers la porte, toujours royale, malgré la robe de mariée ruinée. Sur le seuil, elle s'arrêta et jeta un dernier regard en arrière. « Tu sais ce qui est ironique ?» demanda-t-elle, avec un sourire triste sur les lèvres. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de non résolu entre vous deux. Je n'aurais juste jamais deviné que ce seraient 2 petites vies. » La porte se referma doucement derrière elle, laissant Jean-Luc seul avec le poids de ses décisions et le bip lointain des moniteurs cardiaques, marquant le temps d'une nouvelle vie qui ne faisait que commencer. Isabelle était sur le point d'entrer dans l'ascenseur lorsque des alarmes se mirent à retentir. Un code bleu résonna dans les haut-parleurs de l'hôpital, suivi de bruits de pas urgents et de voix élevées provenant de l'unité de soins intensifs néonatales. Quelque chose dans son cœur l'empêcha de partir. Jean-Luc sprintait déjà dans le couloir quand il la vit, debout, une silhouette blanche devant les portes métalliques de l'ascenseur. Mais il n'y avait pas de temps pour une autre confrontation. Le moniteur cardiaque de Charlotte avait sonné l'alarme quelques secondes auparavant. Que se passe-t-il? La voix faible de Sophie venait de derrière eux. Elle était dans un fauteuil roulant, poussé par Nathalie, son visage crispé d'inquiétude. Contre tout avis médical, elle avait insisté pour quitter sa propre chambre de soins intensifs en entendant l'urgence concernant les bébés. Un instant, ils restèrent tous les 3 figés dans le couloir. La fiancée abandonnée, le fiancé en fuite et la mère des jumelles, unis par le son des alarmes et la peur de ce qu'ils trouveraient au-delà de ces portes. « Bradycardie sévère », annonça un médecin alors qu'ils entrèrent dans l'unité de soins intensifs néonatales. Sa saturation en oxygène chute rapidement. Charlotte, la plus petite jumelle, luttait pour respirer dans son incubateur, sa peau autrefois rose ayant pris une teinte bleutée inquiétante. Dans l'incubateur adjacent, Sophie commença à montrer les mêmes symptômes. « C'est une infection », expliqua rapidement le docteur Dubois alors que l'équipe se mobilisait autour des bébés. « Nous devons agir vite. »« Faites quelque chose », supplia Sophie, essayant de se lever de son fauteuil roulant, seulement pour que Nathalie la retienne doucement. Jean-Luc se rapprocha des incubateurs, ses yeux allant d'une file à l'autre. « Quelle est la procédure ?»« Antibiotiques à large spectre, » répondit le médecin, préparant déjà le médicament. « Mais leurs systèmes immunitaires sont si fragiles. Les prochaines heures sont critiques. » Isabelle regardait depuis l'entrée de l'unité, ses mains agrippant sa robe de mariée ruinée si fort que ses jointures blanchissaient. Une partie d'elle voulait s'enfuir, quitter cet hôpital et le cauchemar qu'il représentait. Mais une autre partie, celle qui avait rêvé pendant 5 ans d'avoir des enfants avec Jean-Luc, ne pouvait pas bouger. « Leur température monte », alerta une infirmière. « Il nous faut plus de glace », ordonna quelqu'un d'autre. « Et amener le support respiratoire ici. » Sophie laissa échapper un sanglot étouffé, ses mains couvrant son visage. Jean-Luc fit instinctivement un pas vers elle, mais s'arrêta en croisant le regard d'Isabelle. « Vous pouvez aider », dit soudain Nathalie en se tournant vers Isabelle.
Nous avons des protocoles pour ce genre de scénario, et plus il y a de mains expérimentées, mieux c'est. » Isabelle cligna des yeux, surprise. « Je ne suis pas... »« Vous êtes pédiatre, n'est-ce pas ?» demanda Nathalie, bien qu'elle le sût déjà. « J'ai vu votre nom dans des revues médicales. Votre article sur les infections néonatales était brillant. » Jean-Luc et Sophie regardèrent Isabelle, comme s'ils la voyaient pour la première fois. Pendant 3 ans, elle avait travaillé dans l'une des meilleures unités de soins intensifs néonatales du pays avant de céder à la pression de son père pour prendre un rôle administratif plus approprié en tant que future Madame Moreau. Charlotte laissa échapper un faible cri, presque un gémissement, et quelque chose à l'intérieur d'Isabelle se brisa. La souche la plus courante chez les prématurés de cet âge est la Klebsiella, dit-elle en s'avançant pour examiner l'incubateur. Avez-vous commencé une couverture pour les grammes négatifs ? Le docteur Dubois hocha la tête, un petit sourire de soulagement se formant sur ses lèvres. Je viens de le prescrire, mais votre expertise serait la très bienvenue. Les heures suivantes se transformèrent en une danse coordonnée de procédures médicales. Isabelle, portant maintenant une blouse par-dessus sa robe de mariée, travaillait aux côtés de l'équipe, ses connaissances et son expérience brillant comme si elle n'avait jamais quitté son ancien poste. Jean-Luc se tenait entre les 2 incubateurs, chuchotant des mots d'encouragement à ses filles. Sophie, toujours dans son fauteuil roulant, tenait la petite main de Charlotte à travers l'ouverture de l'incubateur, des larmes silencieuses tachant sa chemise d'hôpital. « Sa saturation s'améliore », annonça Isabelle après ce qui sembla une éternité. « Et son rythme cardiaque se stabilise. Leur température baisse aussi, confirma le docteur Dubois. On dirait qu'on a attrapé l'infection à temps. » Un soupir collectif de soulagement se propagea dans la pièce. Sophie pressa son front contre l'incubateur de Charlotte, murmurant une prière silencieuse. Jean-Luc ferma brièvement les yeux, laissant enfin les larmes s'échapper. Isabelle retira ses gants chirurgicaux et recula des incubateurs. L'adrénaline du moment s'estompant, la réalité revint en force. Elle portait toujours sa robe de mariée. Elle avait été laissée à l'hôtel. Et la voilà, dans une pièce avec son ex-fiancé et la mère de ses enfants, nouvellement découverts. « Merci », la voix douce de Sophie la surprit, « de les avoir aidés. » Isabelle se tourna pour lui faire face, voyant au-delà de l'ex-petite amie criminelle. Sophie était pâle, épuisée, avec des cernes sous les yeux et une cicatrice fraîche de la césarienne visible sous la fine chemise d'hôpital. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, une force, une détermination qu'Isabelle reconnut. « Je suis médecin, » répondit simplement Isabelle. « C'est ce que nous faisons. » Jean-Luc fit un pas vers Isabelle, mais elle leva une main. « Non, ne rend pas ça plus compliqué que ça ne l'est déjà. » « Isabelle, » commença-t-il, mais elle le coupa. « Elles vont avoir besoin d'une surveillance constante au cours des prochaines 48 heures, dit-elle en reprenant son ton professionnel. La Klebsiella est résistante, et avec leur système immunitaire si faible... « Resterez-vous » demanda timidement Sophie. Isabelle regarda les jumelles, si petites et vulnérables dans leurs incubateurs. Un instant, elle se permit d'imaginer une vie différente, une où celle-ci aurait pu être ses bébés avec Jean-Luc. Mais cette vie avait pris fin au moment où il avait couru vers cet hôpital. « Je vais confier le cas au docteur Dubois », répondit-elle tranquillement. « Elle est plus que capable de s'occuper d'elle. » Sur ces mots, Isabelle se dirigea vers la porte. Cette fois, aucune alarme ne l'arrêta. Sur le seuil, elle s'arrêta. « Jean-Luc ?»« Oui ?»« Elles ont tes yeux, » dit-elle sans se retourner. « Bleus comme un ciel d'été. » Puis elle disparut, laissant derrière elle non seulement une robe de mariée ruinée et des rêves brisés, mais aussi une partie d'elle-même qui ne serait plus jamais la même. Il était 3 heures du matin dans l'unité de soins intensifs néonatales, lorsque les moniteurs de Sophie se déclenchèrent à nouveau. Jean-Luc, somnolent sur une chaise entre les 2 incubateurs, sursauta. Le bébé luttait contre son tube respiratoire, son petit corps se tordant alors que les alarmes retentissaient. « Saturation en oxygène en baisse »,
annonça une infirmière, se déplaçant déjà rapidement autour de l'incubateur de Sophie. Le docteur Dubois arriva quelques secondes plus tard, ses yeux évaluant les moniteurs. « Nous devons ajuster la ventilation. Le poumon droit ne se dilate pas correctement. » Jean-Luc regardait, impuissant. L'équipe travaillait. Derrière la cloison vitrée, Sophie était assise dans son fauteuil roulant, les yeux rouges de larmes, rivés sur leur fille. Elle était censée se reposer dans son propre lit de soins intensifs, mais refusait de les quitter. « Monsieur Moreau », la voix du docteur Dubois traversa sa torpeur. « Nous devons discuter de certaines options de traitement. » Jean-Luc déglutit difficilement, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Quelle est la situation ? » « L'infection est résistante aux antibiotiques que nous avons utilisés, dit-elle doucement mais fermement. Sophie a des complications respiratoires plus graves que Charlotte. Il existe un nouveau traitement expérimental. Faites-le, l'interrompit-il sans hésiter. Monsieur Moreau, continua le médecin, vous devez comprendre les risques. C'est nouveau, encore en phase d'essai. Les effets secondaires? Combien? Une voix familière se fit entendre à la porte. Isabelle était là, non plus dans sa robe de mariée, mais en blouse d'hôpital, les cheveux tirés en une queue de cheval pratique. Docteur de Valois, le docteur Dubois parut surprise. « Je pensais que vous… »« Combien coûte le traitement ?» répéta Isabelle en s'avançant pour vérifier les moniteurs de Sophie. « 75 000 € par dose, » répondit le docteur Dubois. « Et il nous faudrait au moins 3 doses. » Jean-Luc se passa la main sur le visage, faisant un calcul mental rapide. La plupart de ses fonds étaient immobilisés dans Moreau Développement et après le fiasco du mariage, son accès au compte de l'entreprise avait été temporairement gelé sur ordre de son père. « Je peux… » commença-t-il, mais Isabelle le coupa. « J'ai déjà réglé ça, » dit-elle simplement, les yeux toujours fixés sur les moniteurs de Sophie. « L'hôpital aura le paiement d'ici midi. » Sophie, qui s'était approchée doucement dans son fauteuil roulant, fixa Isabelle avec un mélange de surprise et de gratitude. « Pourquoi ?» Isabelle se tourna enfin pour lui faire face, considérant la femme qui avait, à bien des égards, détruit son mariage. « Parce que je suis médecin avant tout, et parce qu'aucun enfant ne devrait souffrir à cause des complications des adultes. » Jean-Luc fit un pas vers Isabelle, mais elle leva à nouveau la main pour l'arrêter. « Ce n'est pas pour toi, c'est pour elle. » Le docteur Dubois s'éclaircit doucement la gorge. « Nous devons encore nous occuper de Charlotte. Elle est plus stable que Sophie, mais elle montre aussi une résistance au traitement actuel. »« Que suggérez-vous » demanda Sophie, la voix rauque d'épuisement. « Il y a un spécialiste à Boston, » répondit Isabelle avant que le docteur Dubois ne puisse parler. « Le docteur Thompson. Aucun lien de parenté avec vous, » précisa-t-elle à l'intention de Sophie. « Il a développé un protocole spécifique pour des cas comme celui-ci. »« Tu connais son travail ?» demanda Jean-Luc. « J'ai fait mon internat avec lui, » répondit Isabelle avec une pointe de fierté dans la voix. « Je peux le contacter si vous voulez. » Sophie et Jean-Luc échangèrent un regard. 5 ans de secret et de distance, et maintenant, ils devaient reprendre des décisions conjointes sur la vie de leur fille. « S'il vous plaît, » dit doucement Sophie. « Tout ce qui peut les aider. » Isabelle hocha la tête professionnellement et s'éloigna pour passer l'appel. Jean-Luc la regarda partir, sentant le poids de toutes les vies impactées par ses décisions. « C'est une bonne personne, » murmura Sophie, presque pour elle-même. « Mieux que nous ne le méritons, » dit Jean-Luc sans rien dire, mais son silence en disait long. Les moniteurs continuaient de biper, enregistrant les battements de cœur de leur fille, un rappel constant que certaines décisions n'ont pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement la nécessaire. « Monsieur Moreau, Nathalie apparut à la porte. « Votre assistant est en ligne. Le conseil d'administration de Moreau Développement exige votre présence à une réunion d'urgence. » Jean-Luc sentit son estomac se nouer. L'entreprise, son travail, toute sa vie professionnelle lui semblaient si lointains maintenant, si insignifiants comparés au bip des moniteurs cardiaques. « Dites-leur. »« Vas-y, » l'interrompit doucement Sophie. « Tu dois aussi gérer ça. Elle
Elles ne vont nulle part. »« Je ne peux pas les laisser, » protesta-t-il. « Tu ne les laisses pas, » dit Isabelle en revenant de son appel. « Le docteur Thompson est en route. Il sera là dans 3 heures. Tu as le temps de t'occuper de l'entreprise et de revenir. » Jean-Luc regarda ses petites filles, si vulnérables dans leurs incubateurs. Comment pouvait-il équilibrer ses responsabilités? Comment pouvait-il être le père dont elles avaient besoin, tout en sauvant l'entreprise que son grand-père avait bâtie? « La vie ne s'arrête pas à cause d'une crise, » remarqua Isabelle, comme si elle lisait dans ses pensées. « Crois-moi, j'ai appris ça en unité de soins intensifs néonatales. Parfois, tout ce que nous pouvons faire, c'est notre mieux à chaque instant. » Sophie hocha légèrement la tête. « Vas-y, je resterai avec elle. »« Isabelle, le docteur de Valois est là. Elles sont entre de bonnes mains. » Jean-Luc sentit le regard des 2 femmes sur lui, celle qu'il avait failli épouser et celle qui portait trop de secrets. 2 femmes fortes et compliquées, maintenant unies par le destin de 2 petites vies. « 2 heures, » promit-il en se penchant pour toucher la vitre de l'incubateur. « Papa sera de retour dans 2 heures, mes petites. » En quittant l'unité de soins intensifs, Jean-Luc entendit Isabelle entamer une conversation technique avec le docteur Dubois sur les réglages du ventilateur. Sophie resta silencieuse, pressant sa main contre l'incubateur de Sophie. « Certaines décisions, réalisa-t-il, ne sont pas une question de bien ou de mal, mais de foncer et de faire de son mieux avec les cartes que la vie vous donne. Et parfois, les personnes que vous avez blessées finissent par être celles qui vous guident vers la rédemption. » Le jardin de l'hôpital était calme à cette heure tardive, éclairé seulement par une pleine lune et quelques lumières éparses. Sophie était assise dans son fauteuil roulant près du petit bassin artificiel, regardant les reflets vacillants sur l'eau sombre. Nathalie avait insisté pour qu'elle prenne l'air, ne serait-ce que pour quelques minutes. Jean-Luc la trouva là, s'arrêtant un instant pour l'observer. Même après 5 ans, il connaissait chaque ligne de son profil, chaque changement subtil de sa posture. Mais il y avait quelque chose de nouveau en elle maintenant, une fragilité masquant une force encore plus grande. « Les filles sont stables, » dit-il doucement, annonçant sa présence. « Isabelle, le docteur de Valois est avec elle. » Sophie hocha la tête sans se retourner. « Elle est douée dans ce qu'elle fait. Mieux que ce à quoi je m'attendais, à bien des égards, » acquiesça Jean-Luc en s'asseyant sur un banc voisin. Le silence s'installa entre eux, lourd de questions non posées et de vérités non révélées. « Tu veux tout savoir, n'est-ce pas ?» demanda enfin Sophie, la voix à peine plus haute qu'un murmure. 5 ans, Sophie. 5 ans de silence, de questions sans réponse. Et maintenant ? Il fit un geste vague vers l'hôpital où leur fille se battait pour survivre. Sophie prit une profonde inspiration, ses doigts jouant avec le bord de sa chemise d'hôpital. « Ça a commencé avant cette nuit-là, tu sais, avant même que je réalise ce qui se passait. » Jean-Luc se pencha en avant, les coudes sur les genoux, se préparant à enfin entendre toute l'histoire. « C'est Michel qui a compris le premier, » continua-t-elle. « Mon petit frère a toujours été plus intelligent que moi. Il faisait un audit chez Reynolds Construction quand il a trouvé des anomalies. La société du père d'Isabelle. » Jean-Luc sentit son estomac se tordre. Sophie laissa échapper un rire sans joie. « Ironique, non ? L'empire que tu as failli épouser ?» Michel a découvert qu'il blanchissait de l'argent de la drogue à travers des projets fantômes. Des millions de dollars, Jean-Luc. Et ce n'était pas seulement Reynolds Construction. Il y avait des liens avec plusieurs entreprises du secteur, y compris Moreau Développement, termina-t-il, la prise de conscience le frappant comme un coup de poing. « Ton père ne savait pas, » ajouta rapidement Sophie. « Du moins, c'est ce que Michel croyait. Ils utilisaient des entreprises légitimes comme façade, infiltrant des gens, falsifiant des documents. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Parce que plus Michel creusait, plus ça devenait dangereux, répondit-elle en se tournant enfin pour lui faire face. Les menaces ont commencé subtilement au début. Puis, eh bien, tu te souviens de son accident de voiture ? Jean-Luc frissonna. L'accident qui avait failli tuer Michel 2 mois avant cette nuit fatidique. Ce n'était pas un accident. Non, confirma Sophie. C'était un avertissement.
Mais Michel était trop têtu pour abandonner. Il rassemblait des preuves, construisait un dossier solide. Et puis, la nuit de l'incendie au bureau de la construction, dit Jean-Luc, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Ils ont tout monté, expliqua Sophie, la voix tremblante. Ils ont placé des preuves pour m'incriminer, pour faire croire que j'étais impliqué dans un détournement de fonds. Mon choix était simple. Soit j'endossais la responsabilité et je purgeais quelques années, soit Michel aurait un accident plus permanent. Jean-Luc bondit sur ses pieds, une énergie brute parcourant ses veines. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? J'aurais pu aider. »« Comment ?» demanda doucement Sophie. « Ton père était l'actionnaire majoritaire de Moreau Développement. Tu étais l'héritier présomptif. Si tu t'en mêlais, tu serais la prochaine cible. Je ne pouvais pas risquer ta vie aussi. Alors tu as pris la responsabilité, tu as passé 2 ans en prison, et Michel a continué d'enquêter, conclut-elle, jusqu'à ce que sa voix faiblisse. Jusqu'à ce qu'il le trouve mort, dit Jean-Luc, cette vieille douleur toujours vive. La prétendue overdose. Sophie essuya une larme. 3 jours après ma condamnation. Il venait de me rendre visite, m'avait dit qu'il était proche de la preuve finale. Le lendemain matin, elle ne put finir. « Quand as-tu découvert pour les bébés ?»« 1 mois après ma sortie, » répondit-elle en touchant inconsciemment son ventre. « Je prévoyais déjà de disparaître. J'avais encore les preuves que Michel avait rassemblées. J'étais toujours une cible. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, elle regarda Jean-Luc, des larmes aux yeux. Je ne pouvais pas prendre le risque. Je ne pouvais pas les laisser s'approcher de nos filles. De l'autre côté du jardin, une silhouette solitaire attira leur attention. Isabelle se tenait sous un arbre, sa blouse d'hôpital presque argentée au clair de lune. Depuis combien de temps était-elle là, à écouter? « Les bébés sont stables, » dit Isabelle, son ton professionnel masquant toute émotion. « J'ai pensé que vous voudriez savoir. » Sophie hocha la tête en signe de remerciement. Isabelle fit quelques pas vers eux, puis s'arrêta, semblant lutter avec elle-même. « Mon père, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Est-ce qu'il savait ?»« Je ne peux pas le prouver, » répondit honnêtement Sophie. Mais Michel le croyait. Isabelle ferma les yeux un instant, rejouant des décennies de souvenirs sous un nouveau jour. Quand elle les rouvrit, une résolution d'acier brillait à l'intérieur. « J'ai des contacts au bureau du procureur fédéral, » dit-elle. « Des gens qui ne doivent aucune faveur à ma famille. Si vous avez toujours ces preuves. »« Isabelle, » commença Jean-Luc, mais elle le fit taire d'un geste. « Je ne fais pas ça pour toi, Jean-Luc, ni même pour elle. » Isabelle fit un signe de tête vers Sophie. « Je le fais parce que j'ai passé les 3 dernières années à ignorer des signes que je ne voulais pas voir. Parce que pendant que je planifiais un mariage parfait, des gens mouraient pour protéger un empire bâti sur le sang. » Sophie étudia Isabelle un long moment. « Les preuves sont en sécurité. Michel était malin. Il a fait des copies, les a cachées dans des endroits que seul moi connais. Mais utiliser ces informations, ça mettra tout le monde en danger. Vos filles sont déjà en danger, » rétorqua Isabelle. « Pensez-vous vraiment qu'ils vont vous laisser partir maintenant? Ils utiliseront les filles comme levier s'il le faut. » Jean-Luc sentit la glace lui parcourir les veines. Isabelle avait raison. Maintenant que Sophie avait refait surface et que les jumelles existaient, le danger était plus grand que jamais. « Nous devons en finir, » dit-il, la voix ferme. « Une fois pour toutes. » Sophie le regarda, puis Isabelle, pesant ses options. 5 ans de fuite, 5 ans à protéger des secrets et des vies innocentes. Peut-être était-il temps de se battre. « D'accord, » acquiesça-t-elle finalement. « Mais nous devons le faire correctement. Nous devons d'abord protéger les filles. » Isabelle hocha la tête. « J'ai une maison de plage à Biarritz, totalement isolée. Seule ma mère est au courant. Dès que les bébés seront assez stables pour voyager... » « Pourquoi ?» demanda doucement Sophie. « Après tout ce qui s'est passé. » Isabelle regarda vers l'hôpital où 2 petites vies luttaient pour survivre. Parce que certaines choses sont plus grandes que les rancunes personnelles. Parce que les médecins prêtent un serment. Et parce que... Elle hésita, jetant un coup d'œil à Jean-Luc. Parce que tout le monde mérite une chance de faire ce qui est juste. Le silence suivit,
jusqu'à ce que le beeper d'Isabelle sonne. Elle le vérifia rapidement. « Elles ont besoin d'une autre tétée, » dit-elle en se retournant déjà. Sophie devrait se reposer un peu. Et Jean-Luc? Elle s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. « Tu dois décider quel genre d'homme tu veux être. Quel genre de père tes filles méritent. » Alors qu'Isabelle disparaissait dans la nuit, Jean-Luc regarda Sophie, voyant non seulement la femme qu'il avait aimée, mais aussi la guerrière qui avait tout sacrifié pour protéger ceux qu'elle aimait. « Je ne laisserai rien t'arriver, » promit-il. « Plus jamais. » Sophie sourit tristement. « Je sais. C'est pour ça que je t'aimais. C'est pour ça que je... » Elle ne termina pas la phrase, mais elle n'en avait pas besoin. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites à voix haute pour être réelles. L'alarme dans l'unité de soins intensifs néonatale déchira le silence du petit matin comme une sirène de raid aérien. Isabelle réagit la première, ses années de formation médicale prenant le dessus avant même qu'elle ne soit complètement réveillée. « Arrêt cardiaque !» cria-t-elle en se précipitant vers l'incubateur de Sophie. « Il nous faut de l'épinéphrine. » Jean-Luc, qui dormait sur une chaise à proximité, sursauta. De l'autre côté de la vitre, Sophie luttait pour se redresser de son fauteuil roulant, la panique déformant son visage. « Charlotte s'effondre aussi », dit le docteur Dubois avec urgence, se déplaçant rapidement entre les deux incubateurs. C'est comme si elles réagissaient l'une à l'autre. Isabelle commença les compressions thoraciques sur Sophie, le bout de ses doigts appuyant précisément sur la petite poitrine. « Allez, ma petite, » murmura-t-elle. « Batte-toi. Tu es plus forte que ça. » La saturation de Charlotte chute rapidement, appela une infirmière. 75, 70, 65%. Sophie parvint à entrer en fauteuil roulant dans l'unité, Nathalie se précipitant pour l'aider alors que ses jambes menaçaient de céder. « S'il vous plaît, » chuchota-t-elle. « S'il vous plaît, ne me les prenez pas. Épinéphrine pour Charlotte, » annonça le docteur Dubois en injectant le médicament. Jean-Luc se tenait paralysé entre les incubateurs, son regard allant d'une fille à l'autre, totalement impuissant face à leur combat. « Je ne peux pas vous perdre, » marmonna-t-il. « Pas maintenant que je vous ai enfin trouvé. Nous devons intuber Sophie, » décida Isabelle, ses mains bougeant avec vitesse et précision. « Jean-Luc, tiens-lui la tête. Comme ça. Exactement. » Il obéit automatiquement, ses mains tremblant, en touchant la peau délicate de sa fille. Sophie semblait encore plus petite maintenant, plus fragile. « Charlotte répond à l'épinéphrine, » déclara le docteur Dubois. La saturation remonte lentement. Sophie laissa échapper un sanglot de soulagement, mais il fut de courte durée. Au même moment, le moniteur de Sophie émit un son continu et perçant. « Non! Non! Non !» marmonna Isabelle, augmentant la vitesse des compressions. « Plus d'épinéphrine maintenant !» Le temps semblait s'écouler au ralenti. Jean-Luc regardait les mains d'Isabelle, les mêmes mains qui auraient dû porter son alliance, se battre pour sauver son enfant avec Sophie. L'ironie aurait été risible si elle n'était pas si tragique. « Allez, Sophie !» plaida Isabelle, une perle de sueur roulant sur sa tempe. « N'abandonne pas. Pense à ta sœur. Pense à tes parents. » Comme en réponse, le moniteur cardiaque de Sophie émit un faible bip, puis un autre. « Rythme sinusal » s'exclama une infirmière. « Elle revient !» dit Isabelle, continuant les compressions quelques secondes de plus avant de se permettre enfin de se détendre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle reculait de l'incubateur. « Elles sont toutes les deux stables », confirma le docteur Dubois après quelques minutes de surveillance tendue. « Mais nous devons comprendre ce qui a déclenché ça. Je n'ai jamais vu une telle synchronicité entre des jumeaux. »« C'est un lien gémellaire, » dit doucement Isabelle, regardant toujours les moniteurs. « J'ai déjà vu ça, mais jamais aussi fort. C'est comme si l'une ne supportait pas de vivre sans l'autre. » Sophie tendit la main à travers l'ouverture de l'incubateur de Charlotte, touchant doucement la main de sa fille. « Comment saviez-vous » demanda-t-elle à Isabelle. « Comment saviez-vous exactement quoi faire » Isabelle croisa le regard de Sophie dans le reflet de l'incubateur. « Parce que pendant 3 ans, c'était mon monde. Avant de rencontrer Jean-Luc.
avant de devenir la personne que mon père voulait que je sois. C'était tout. Sauver des bébés était tout ce que j'avais toujours voulu. Jean-Luc fit un pas vers elle, mais elle leva à nouveau la main pour l'arrêter. Je n'ai pas besoin de gratitude ni d'explication. J'ai juste besoin que ces filles vivent. « Docteur de Valois !» appela Nathalie depuis l'embrasure de la porte. « Les résultats des derniers tests sont là. » Isabelle prit l'enveloppe, balayant les chiffres et les graphiques. Un léger pli se forma entre ses sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sophie, reconnaissant ce regard inquiet. « L'infection. Elle a muté, » expliqua Isabelle en tendant les résultats au docteur Dubois. « L'antibiotique n'est plus efficace. Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie. Vite !»« Quelles sont nos options ?» demanda Jean-Luc, la voix rauque. Isabelle et le docteur Dubois échangèrent un regard. « Il y a un traitement expérimental, » commença prudemment Isabelle. « C'est nouveau, encore en phase d'essai, mais il a montré des promesses dans des cas similaires. »« Les risques ?» demanda Sophie. « Élevés, » admit Isabelle, « mais à ce stade, les risques de ne rien faire sont plus grands. » Jean-Luc regarda Sophie. 5 ans de distance n'avaient pas effacé leur capacité à communiquer sans mots. « Faites-le » dirent-ils à l'unisson. Isabelle hocha la tête, griffonnant déjà des notes sur un tableau. « J'aurais besoin que vous signiez tous les deux des formulaires de consentement. Et Jean-Luc » Elle fit une pause. « C'est cher, très cher. »« Quoi qu'il en coûte, » répondit-il fermement. « J'hypothéquerai ma participation dans Moreau Développement s'il le faut. Ce ne sera pas nécessaire. » Une nouvelle voix se fit entendre à la porte. Tout le monde se tourna pour voir Théodore, le frère de Jean-Luc, debout dans un costume impeccable. Le conseil a approuvé un fonds médical d'urgence. Sans poser de questions, sans condition. Jean-Luc fixa son frère, stupéfait. « Comment ?»« Isabelle m'a appelé, » dit simplement Théodore. « Et contrairement à notre père, j'ai encore un cœur. » Le soulagement de Jean-Luc était palpable. Sophie laissa échapper un soupir tremblant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Isabelle était déjà en mouvement, organisant l'équipe et préparant le nouveau protocole de traitement. « On commence maintenant, les prochaines 24 heures seront critiques. » Alors que l'unité de soins intensifs néonatales s'agitait, Jean-Luc croisa le regard d'Isabelle. « Merci, » dit-il simplement. « Pour tout ?» Elle fit un bref signe de tête, son attention revenant rapidement au moniteur et aux médicaments. Mais pendant un instant fugace, un petit sourire toucha ses lèvres. Pas un sourire de bonheur ou de pardon, mais de paix. La paix de savoir qu'elle était exactement là où elle était censée être, faisant ce pourquoi elle était née. Les jumelles dormaient, inconscientes du drame qui les entourait. Leurs petites mains bougeaient parfois à l'unisson, comme si, même séparées par l'espace et le plastique, elles partageaient toujours un lien que personne d'autre ne pouvait comprendre. Sophie regardait ses filles avec un mélange de peur et d'espoir. « Des guerrières » murmura-t-elle. « Tout comme leur tante. » Isabelle s'arrêta un instant, surprise par le commentaire. Son regard croisa celui de Sophie à travers le reflet de l'incubateur, et quelque chose passa entre elles. Une compréhension, ou peut-être le début de quelque chose auquel aucune d'elles ne s'attendait. Le respect. L'aube se leva sur l'hôpital Saint-Michel, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Isabelle regarda le lever du soleil par la fenêtre de l'unité de soins intensifs néonatale, ses doigts caressant distraitement la vitre de l'incubateur de Sophie. Après 3 jours de traitement intensif, les jumelles répondaient enfin, gagnant de minuscules batailles une à la fois. « Elles vont s'en sortir » se murmura-t-elle, un doux sourire aux lèvres. « Vous êtes de petites battantes, n'est-ce pas ?» Comme le médecin qui les a sauvées, la voix de Jean-Luc résonna derrière elle. Isabelle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait les nuances de cette voix, chaque inflexion. Pendant 5 ans, elle avait été la bande sonore de ses espoirs et de ses rêves. Maintenant, c'était un rappel de ce qui aurait pu être. « Je suis venue dire au revoir », dit-elle doucement, regardant toujours le lever du soleil. Jean-Luc fit quelques pas hésitants vers elle. « Isabelle, non. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est.
l'interrompit-elle gentiment, se tournant enfin pour lui faire face. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, une barbe naissante ombrant sa mâchoire. Il portait toujours une partie de son costume de mariage, froissé et taché après des jours à l'hôpital. Mais ses yeux, ils avaient une étincelle qu'Isabelle n'avait pas vue depuis des années. Une étincelle dont elle réalisait maintenant qu'elle n'apparaissait que lorsqu'il parlait de Sophie. « J'ai obtenu une mutation », continua-t-elle, son masque professionnel dissimulant ses émotions. « Hôpital Necker-Enfant, malade à Paris. Je retourne faire ce que j'aime, sauver des bébés, faire de la recherche, être qui je suis vraiment. » « Tu n'es pas obligé de partir, commença Jean-Luc, mais Isabelle sourit tristement. « Si, je le dois. Pour moi, pour toi, pour tout le monde. » Elle jeta un coup d'œil aux jumelles dormant paisiblement. Elles ont besoin de parents unis, concentrés sur elles. Pas de complications, pas de triangles amoureux, pas de passé non résolu. Derrière la vitre, Sophie somnolait dans son fauteuil roulant, une main toujours tendue vers l'incubateur de Charlotte, comme si même le sommeil ne pouvait briser son instinct protecteur. « Elle n'a jamais cessé de t'aimer, » observa doucement Isabelle. « Et toi, tu n'as jamais vraiment tourné la page. »« J'ai essayé, » dit Jean-Luc, la voix étranglée. « Avec toi, j'ai vraiment essayé. Je sais. » Isabelle tendit la main et lui toucha doucement le visage, une dernière caresse. Mais parfois, essayer ne suffit pas. Parfois, l'amour qu'on pense avoir perdu attendait juste le bon moment pour revenir. Jean-Luc pressa sa main contre sa joue un instant. « Je suis tellement désolé. »« Pour tout ?»« Ne le sois pas, » répondit-elle en retirant sa main. « Ces derniers jours, ils m'ont rendu quelque chose que j'avais perdu. Ils m'ont rappelé qui je suis, de quoi je suis capable. » Elle se dirigea vers son sac, en sortant une enveloppe. Voici le protocole de traitement complet pour les jumelles, des instructions détaillées pour l'équipe, les dosages des médicaments. Et ça aussi, elle hésita, lui tendant une deuxième enveloppe, plus fine. Ce sont les preuves que j'ai réussi à rassembler sur les entreprises de mon père. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais combiné avec ce que Sophie a. « Isabelle, tu n'as pas à... »« Si, je le dois, » le coupa-t-elle fermement. Parce que ces filles méritent de grandir dans un monde meilleur, parce que Sophie mérite la justice, et parce que, elle inspira d'une voix tremblante, « C'est la bonne chose à faire. » Un faible cri s'éleva de l'incubateur. Sophie se réveillait pour sa première tétée de la journée. Isabelle se déplaça instinctivement pour vérifier les moniteurs, ses mouvements rapides et confiants. « Elle va bien, » l'assura-t-elle en souriant au bébé. « Dure à cuire, celle-là. » Tout comme son père. Sophie commença à s'agiter de l'autre côté de la vitre, et Jean-Luc se sentit déchiré entre aller vers elle et finir sa conversation avec Isabelle. Comme toujours, Isabelle lui facilita le choix. « Vas-y, » dit-elle doucement. « Elles ont besoin de toi maintenant. » Jean-Luc hésita à la porte. « Tu iras bien ?» Isabelle sourit, un vrai sourire cette fois. « J'irai très bien. Une nouvelle vie m'attend à Paris. De nouveaux défis, de nouvelles possibilités. Et ton père? Reynolds Construction? Certains ponts doivent être brûlés pour que nous puissions en construire de meilleurs, dit-elle simplement. J'ai fait mon choix. Jean-Luc hocha la tête, comprenant. Avant qu'il ne puisse partir, Isabelle l'appela une dernière fois. Jean-Luc? Oui? Sois heureux, dit-elle doucement. Sois le père que ces petites filles méritent. Et elle hésita. Dis à Sophie que parfois, le véritable amour ne consiste pas à ne jamais abandonner, mais à savoir quand se battre à nouveau. Des larmes brillèrent dans les yeux de Jean-Luc, alors qu'il regardait Isabelle, forte, déterminée, incroyablement généreuse, terminer ses dernières vérifications sur les bébés. Dans un autre univers, une autre vie, peut-être auraient-ils pu être heureux ensemble. Mais dans celle-ci, son cœur avait toujours appartenu à quelqu'un d'autre. Dehors, dans l'unité de soins intensifs, Sophie attendait, les yeux pleins de questions restées sans réponse. Jean-Luc s'approcha d'elle, sentant 5 ans de secrets et de désirs commencer à s'estomper. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire, » dit-il doucement. Sophie hocha la tête, un petit sourire courbant ses lèvres.
Nous avons tout le temps du monde maintenant. » À l'intérieur de l'unité, Isabelle terminait ses notes sur les dossiers des jumelles. Ses mains étaient au stable. Elle était en paix avec sa décision, avec le chemin qu'elle avait choisi. « Soyez heureuses, mes petites, » chuchota-t-elle au bébé. « Et rappelez-vous, parfois les anges gardiens n'ont pas d'ailes. Ils portent juste une blouse blanche et ont un cœur assez grand pour aimer, même quand ça fait mal. » Le soleil était déjà haut dans le ciel quand Isabelle quitta enfin l'hôpital Saint-Michel, sa blouse blanche soigneusement pliée dans son sac, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Devant elle s'étendait une nouvelle vie. Derrière, ce n'étaient pas les ruines d'un amour perdu, mais les fondations de quelque chose de bien plus important. La certitude qu'elle avait fait la différence quand cela comptait le plus. Le jardin de la famille Moreau était décoré simplement, juste quelques guirlandes lumineuses dans les arbres et des arrangements de fleurs sauvages éparpillés sur les tables. Sophie et Charlotte, maintenant âgées d'1 an, jouaient sur une couverture sur l'herbe, leurs rires musicaux résonnant dans l'après-midi d'été. « Je n'arrive toujours pas à croire à quel point elles ont grandi, » dit Nathalie en regardant les jumelles avec affection. L'ancienne infirmière était devenue une présence constante dans la vie de la famille, une sorte de grand-mère honoraire qui apparaissait régulièrement avec des biscuits faits maison et des histoires pour s'endormir. Sophie sourit, ajustant la simple robe blanche qu'elle avait choisie pour l'occasion. Charlotte marche presque. Sophie préfère encore ramper, mais je pense que c'est plus par paresse qu'autre chose. Tout comme son père, une voix familière intervint derrière elle. Isabelle, élégante dans une robe bleu marine, s'approcha avec un sourire sincère. Toujours choisir le chemin de la moindre résistance. Ce qui commença comme un moment de tension se transforma en étreinte chaleureuse. L'année qui s'était écoulée avait apporté des changements pour tout le monde. Isabelle rayonnait dans son poste à l'hôpital Necker-Enfants Malades, où son travail avec les bébés prématurés révolutionnait les protocoles de traitement. La bague de fiançailles à sa main gauche, un cadeau d'un chirurgien pédiatrique qui la comprenait complètement, scintillait dans le soleil de l'après-midi. « Comment va Pascal ?» demanda sincèrement Sophie. « Occupé, comme toujours », répondit Isabelle, son expression s'adoucissant à la mention de son fiancé. « Mais il a réussi à prendre du temps pour venir à la cérémonie. Il est quelque part par ici à parler de projets de recherche avec Théodore. » Charlotte choisit ce moment pour tenter ses premiers pas vers Isabelle, qui la rattrapa avec l'aisance de quelqu'un habitué à manipuler des bébés. « Bonjour, ma petite guerrière. Tante Isabelle a apporté quelque chose de spécial pour toi et ta sœur. » De loin, Jean-Luc observait la scène en ajustant sa cravate. L'année écoulée avait été une montagne russe émotionnelle. Les preuves rassemblées par Sophie et Isabelle avaient fini par être révélées, déclenchant des enquêtes qui avaient secoué l'industrie de la construction. Son père, bien qu'innocent des pires accusations, avait décidé de prendre sa retraite, laissant Moreau Développement sous une nouvelle direction. Un partenariat entre Jean-Luc et Théodore transforma l'entreprise en un modèle de transparence et de responsabilité sociale. « À quoi penses-tu » dit Sophie en glissant sa main dans la sienne. « Je pensais à quel point la vie peut être drôle, » répondit-il en la rapprochant. « Il y a 1 an, j'étais sur le point de faire la plus grande erreur de ma vie. Épouser Isabelle n'aurait pas été une erreur, le corrigea doucement Sophie. Ce n'était juste pas ton destin. Parfois, on a besoin de se perdre avant de retrouver son chemin. » Jean-Luc l'embrassa tendrement sur le front. « Quand es-tu devenu si sage ?» Probablement quelque part entre changer des couches et essayer de faire dormir 2 bébés en même temps, rit-elle. Le petit groupe d'invités commença à se rassembler pour la cérémonie. Théodore, maintenant marié et attendant son premier enfant, aida à faire entrer tout le monde. Pascal, le fiancé d'Isabelle, discutait avec enthousiasme avec le docteur Dubois de nouvelles techniques de traitement néonatal. « C'est l'heure », annonça Nathalie en prenant Sophie tandis qu'Isabelle tenait toujours Charlotte. La cérémonie fut simple mais émouvante. Jean-Luc et Sophie renouvelèrent leurs vœux sous le même ciel qui avait été témoin de tant de changements dans leur vie. Les jumelles, perchées sur les genoux de leur tante,
poussait parfois des cris de joie, comme si elle comprenait l'importance du moment. « Je promets de ne plus jamais laisser les secrets s'interposer entre nous, » dit Sophie, la voix légèrement tremblante. « Je promets de croire qu'ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle adversité. »« Je promets d'être l'homme que toi et nos filles méritez, » répondit Jean-Luc en essuyant une larme de sa joue. « Je promets que chaque jour sera un nouveau départ, une autre chance de bien faire les choses. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur le petit rassemblement, Isabelle attira le couple à part pour une conversation privée. « Pascal et moi déménageons sur la côte ouest, » annonça-t-elle. « Il y a un nouveau centre de recherche en construction à Lyon, spécialisé en médecine néonatale. Nous voulons en faire partie. »« Vous nous manquerez, » dit sincèrement Sophie en serrant la main d'Isabelle. « Nos filles ne seraient pas en si bonne santé sans vous. Ce sont des battantes par nature, » sourit Isabelle, « tout comme leurs parents. » Les jumelles, épuisées par les festivités, dormaient paisiblement dans leurs poussettes. Sophie, la plus grande, reposait la main tendue vers sa sœur, même dans le sommeil. Charlotte, avec un nez comme celui de Sophie, arborait un léger sourire, comme si elle rêvait de quelque chose de délicieux. « Tu sais ce qui est drôle ?» songea Isabelle en regardant les filles. « Pendant un moment, j'ai cru que j'avais tout perdu ce matin-là à l'hôpital. Mais c'est en fait là que j'ai trouvé mon vrai chemin. Parfois, on doit perdre ce qu'on pense vouloir pour trouver ce dont on a vraiment besoin. » La nuit tomba doucement sur le jardin, les lumières dans les arbres créant une atmosphère magique. Les derniers invités prirent congé, emportant avec eux le souvenir d'une journée parfaite. Jean-Luc et Sophie restèrent dans le jardin après le départ de tout le monde, les jumelles dormant profondément entre eux. Le silence était réconfortant, rempli de promesses tacites et de possibilités infinies. « À quoi penses-tu » demanda Jean-Luc, remarquant le regard lointain de Sophie. « À quel point la vie est imprévisible » répondit-elle en passant ses doigts dans les cheveux de Charlotte. « Comment le véritable amour trouve son chemin, peu importe le nombre de détours qu'il prend. » Jean-Luc prit sa main, leurs doigts s'entremêlant naturellement. Et comment, parfois, nous devons affronter des tempêtes pour trouver notre port d'attache. Au-dessus d'eux, les premières étoiles commencèrent à parsemer le ciel d'été. Sophie s'agita dans son sommeil, marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Charlotte, comme toujours, répondit par un petit soupir, comme si leur connexion spéciale tenait bon même dans les rêves. « Je crois qu'il est temps de mettre nos princesses au lit », sourit Sophie en se levant. Jean-Luc suivit, poussant les poussettes. En entrant, il s'arrêta un instant, regardant sa famille, l'avenir qu'il avait failli perdre, l'amour qu'il avait redécouvert. « La maison », murmura-t-il. Sophie le regarda, les yeux brillants d'amour et de compréhension. « La maison », acquiesça-t-elle. Et ainsi, sous un ciel d'été étoilé, une famille reconstruite avec amour, pardon et seconde chance, marcha vers son avenir. Pas un avenir parfait, mais un avenir débordant de possibilités, de rires d'enfants et de promesses tenues. Car parfois, le véritable amour ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à retrouver son chemin, peu importe le nombre de détours qu'il faut prendre.